Je vous avais dit que c'est une série de 3-4 vidéos, non? Voilà. Donc, dans cette dernière vidéo-là, qui est une série de plusieurs vidéos comme ça que je chante de gérer, c'est les thèmes que mes abonnés m'ont écrit depuis là. Donc, vous qui ne me connaissez pas là, moi c'est Ange Prisca Dianzo. Ange Prisca, le blog, ma page officielle Facebook. Moi, je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis là pour aider ma communauté à essayer d'améliorer sa façon de penser. Changer votre façon de penser. Jim Rohn dit, tu dois choisir l'une des deux douleurs. La douleur de la discipline et du changement. Soit tu choisis cette douleur, parce que c'est une douleur de changer. Soit tu choisis la douleur du regret. Jim Rohn dit, tu choisis entre les deux douleurs. Soit la douleur de la discipline et du changement, soit la douleur du regret. Vous avez compris? Moi, j'ai décidé de choisir la douleur du changement et de la discipline. C'est pour ça que je me discipline beaucoup. Je suis très disciplinée. Je ne bois plus l'alcool. Je n'écoute plus les musiques du monde. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux comme ça. Vos petites amies, maintenant, vos coupés décalés, vos blogueurs, je n'écoute rien. Je ne vais pas en boîte de nuit. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Je ne critique plus. Je passe plus mon temps au téléphone en train de calomnier les gens. Je n'aime plus les confréries de critiquer, de sorcellerie là. Je ne fais plus ça. J'essaie d'avoir beaucoup d'amour pour mon prochain. En tout cas, j'essaie de me discipliner. Et puis, je travaille sur mon caractère. Je travaille sur mon développement personnel. Je lis beaucoup de bouquins. Et je suis en formation. Je finis une formation, j'entame une autre. À côté, parallèlement, je développe un petit business. En tout cas, voilà, j'essaie de marcher comme ça. C'est pas évident. Parce que j'ai ma fille qui est là. C'est pas évident, mais c'est ça la discipline. Jim Rohn dit, tu choisis la douleur de la discipline et du changement pour ne pas récolter demain la douleur du regret. Si tu passes ton temps devant les écrans de télévision, en train de t'abrutir sur les lives de vos analphabètes pathétiques là, qui sont là en train de casser les papous là, en train de t'abrutir avec des musiques du monde, tu t'amuses, j'ai mis dedans, bah, tu vas finir pauvre, hein? Tu vas finir aigri, tu vas finir sorcière. Parce que tu ne vas rien devenir dans ta vie. Tu auras 60 ans sur la terre là. Et puis tu n'auras même pas un permis de conduire. Ne serait-ce que ça. À 60 ans. Ah. Et tu vas finir aigri et sorcière. Une vieille frustrée de la vie. Donc c'est un peu ça. C'est ce que Jim Rohn appelle la douleur du regret. Nos parents là, c'est comme ça qu'ils ont vécu. Il faut voir les vies. Ça fait pitié. Vous voulez suivre les chemins. La vie ne va pas être bête. Hein. Bon, donc c'est ça. C'est un peu tout ça que j'essaie de... Voilà. Donc, je suis le défibrillateur. Un défibrillateur, c'est ça. Ça vient... C'est électrocutant, ce que je dis. C'est le courant. C'est le courant. Tu as pris ton tabouret. Sur mes pages, on prend tabouret. Il y a une abonnée encore qui m'a appelé. Elle m'a expliqué une histoire. Elle dit, Ange, je veux que tu racontes mon histoire. J'ai dit, dis-moi ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, quand j'étais très jeune là, et puis j'ai eu mon enfant. Et puis... avec un jeune mais qui était enfant à papa et à maman. Donc moi j'étais dans un quartier populeux à Abidjan. Et puis ce jeune homme là, il était à Cocody et ses parents avaient l'argent. Et moi, mes parents étaient très pauvres. Donc je suis tombée enceinte, j'étais très jeune. Quand je suis tombée enceinte très jeune, bah automatiquement quand je suis tombée enceinte, quand j'ai accouché, comme je suis pauvre, mes parents sont pauvres, pour manger même si c'était palable chez nous, la maman de mon chéri là, elle a décidé de prendre l'enfant. Bon, quand elle a pris son l'enfant et bébé. Ma chérie, j'étais très jeune. Elle dit j'étais très jeune, bon, j'étais très jeune. Elle n'a pas dit son âge, mais très jeune. Je pense que c'était dans les 17 ans, 18 ans comme ça. Elle n'avait rien. C'est en Afrique on a faim. Elle-même, ses parents sont dans l'eau de caca. Son petit ami, il vit dans beaucoup de grosses maisons comme ça, le confort. Donc, sa belle-mère dit, elle prend l'enfant. C'était un petit garçon. Donc, elle a pris l'enfant. Et puis après, elle et puis son copain là, amitié est finie. Amitié est finie. Le jeune homme, après, il ne sait pas ce qui s'est passé, s'il allait étudier quelque part, ouais, il ne sait pas. Mais ce qui est sûr, au début, elle a commencé à sentir que la belle-mère s'accaparait beaucoup de son enfant, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand elle va là-bas, on ne veut plus la laisser toucher l'enfant. Son propre enfant, hein. Ils ne veulent plus qu'elle touche l'enfant, ils ne veulent plus qu'elle reste seule avec l'enfant.
Et quand elle envoie à manger comme ça l'enfant, quand l'enfant a commencé à grandir, quoi, quand l'enfant a commencé à avoir 2 ans, 3 ans, quand elle a commencé à se débrouiller un peu, quand elle a un peu d'argent, elle paie les petits trucs pour l'enfant, eux-mêmes, là, ils mangent ça. Et puis l'enfant n'en profite pas. Donc après, elle a arrêté. Mais elle continue de payer les habits pour amener à l'enfant. Quand elle paye les habits, là, ils ne mettent pas ça à l'enfant. Elle dit qu'elle s'en va comme ça pour voir l'enfant là. Parce qu'elle n'arrêtait pas. Elle dit qu'elle s'en va comme ça pour voir l'enfant là. Elle est assise là, hein. Personne ne cause à elle. On ne lui demande pas les nouvelles. Et puis elle n'a pas le droit de toucher l'enfant. Donc elle est assise dans un petit coin de la terrasse. Et puis elle voit son enfant jouer. Il court partout. Elle dit qu'elle peut rester là 4 heures, 5 heures de temps. Si elle-même elle est fatiguée, elle s'en va. Même de l'eau. On ne lui propose pas de l'eau. Elle n'a pas le droit de bouger, d'aller au salon ou quoi que ce soit. Quand elle vient s'asseoir sur un petit banc à la terrasse, là, elle est là. Et puis elle pleure, elle pleure. Ça dit qu'elle était très jeune. Et les beaux-parents avaient beaucoup d'argent. Vous savez, en Afrique, là, c'est intimidant. C'est intimidant. La maman, elle avait sa voiture, la chauffeur, tout ça. Vous voyez un peu le style, non? Devant une petite pauvre. Donc, c'est comme ça, l'enfant. Et puis, elle dit que quand elle était là-bas, parce qu'elle est en France maintenant, elle est en Europe. Maintenant, un jour, ma chérie, j'essaie de me rappeler ton histoire. Maintenant, un jour, non, elle dit que pendant qu'elle était là-bas, une fois comme ça, après, ils ont lâché un peu prise. Et puis, un jour comme ça, elle l'a supplié. On lui a dit, bon, l'enfant n'a qu'à passer une nuit chez toi. Elle dit que quand l'enfant a passé une nuit chez toi, elle n'a pas dormi. Parce qu'elle avait peur que l'enfant, quelque chose arrive à l'enfant. Quand il joue comme ça, elle le suivait comme ça. Faut pas, si elle avait peur que s'il a une égratignure là, où on lui supprime même le droit des visites. Jusqu'à quand le lendemain est arrivé, elle allait déposer l'enfant vite fait. Son propre enfant, hein. Et c'est comme ça qu'un jour, elle a fait la rencontre de quelqu'un, quelque chose là-bas. Et puis elle est venue ici en France. Elle est venue ici en France. Elle est mariée à un blanc. Quand ils ont appris qu'elle est en France, qu'elle a marié blanc, l'enfant maintenant a grandi. Elle a galéré en Afrique d'abord. Hein. Et la belle-mère maintenant qui devient maintenant tout à coup soudain brusquement gentille. Avec la fille. Et elle lui dit, ah, que bon, maintenant que tu es mariée, que tu es en France, il faut prendre ton enfant. Donc la fille est contente. Elle est contente, l'enfant a 11 ans. 11 ans. Hein, ma chérie, c'est ça? C'est qu'est-ce que c'est quand elle dit comme ça? Donc, elle dit à son mari dit, mais oui, il faut que l'enfant vienne. Donc, entre-temps, elle a fait le regroupement familial. Elle a fait le regroupement familial. Et donc, elle est en campagne là-bas. Elle a fait la chambre de l'enfant. Elle causait avec l'enfant, elle discutait avec l'enfant. Ah, tu viens chez moi, voilà ta chambre. Elle montrait même la chambre à l'enfant sur WhatsApp. Maintenant, comme c'est une famille puissante, ils ont l'argent, la femme là, elle prend son frère, elle envoie son frère pour accompagner l'enfant en France. Elle accompagne l'enfant en France. Je ne sais pas si elle est en France ou si elle est en Belgique. C'est entre les deux pays là. C'est entre les deux. France ou Belgique. Imaginez. Si ce n'est pas France et Belgique, c'est les deux pays là. Donc, comme il y a beaucoup d'histoires dans ma tête. Donc, le monsieur maintenant accompagne l'enfant en Belgique. Belgique. Il accompagne l'enfant en Belgique. Et ils font croire à l'enfant que l'enfant vient en vacances. Et que l'enfant va retourner avec eux. Et ils font croire à l'enfant que c'est eux qui ont payé le billet d'avion. C'est eux qui organisent le voyage de l'enfant. Que l'enfant vient ici pour visiter tout ça. Donc l'enfant vient. Elle va récupérer l'enfant à une gare. Et puis l'enfant commence à pleurer. Elle dit, mais pourquoi il pleure? Non, je ne vais pas rester avec elle. Et puis elle a dit, mais vous lui avez dit quoi? Vous lui avez pas dit qu'il venait. Mais elle lui demande, mais... Doudou, tu savais que tu venais chez moi, non? Bref, elle a récupéré l'enfant. Quand elle récupère l'enfant, l'enfant lui fait voir de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'enfant est devenu un monstre. Ils ont transformé l'enfant en un monstre. L'enfant est un démon. L'enfant a manqué d'affection, d'amour maternel. L'enfant est devenu un monstre. Jusqu'à l'école là. Tout le village, parce qu'elle est un petit village, tout le village ne voulait plus même. C'est-à-dire,
ça a commencé à être chaotique. Son foyer a commencé à prendre un coup. Parce que l'enfant s'aimait le bordel. Entre-temps, quand c'est passé comme ça maintenant, son beau-père l'appelle, son beau-père lui dit, ah, mon enfant, l'enfant là va gâter ton foyer, il faut le ramener en Afrique. Donc elle m'a appelé à tue-tête pour me demander ce que j'en pensais. Et pour moi, je n'ai pas décroché. Donc après, elle a pris la décision d'accompagner l'enfant. Donc sa maman dit, il faut me l'emmener, la maman de la fille, il faut me l'emmener, je vais voir ce que je peux faire aussi. Et bien avant ça, un jour, elle est en train de faire le ménage dans la chambre de l'enfant. Juste avant qu'elle ne prenne le billet d'avion pour que l'enfant parte. L'année où l'enfant faisait ces trucs-là, ces voyousies, il a agressé, mais il a failli la frapper. Un enfant de 11 ans. Il a failli la poignarder. Et quand il a failli la poignarder, elle appelle sa belle-mère, son ancienne belle-mère, la grand-mère de l'enfant là, pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe comme ça avec l'enfant? Elle dit, non, je ne t'ai pas tout dit. En fait, l'enfant là même, il est devenu violent, il a failli me tuer ici. Elle dit, mais tu savais que l'enfant a commencé, puis tu me l'emmènes. Bref, j'avance. Donc, elle fait le ménage dans la chambre. Et puis, elle dit, elle priait beaucoup. Mais elle sentait que son foyer là, ça n'allait plus. Depuis que l'enfant est dans la maison là, son foyer là, ça ne va plus. Son mari la boude, les palabres. Pourtant, les deux étaient comme ça. Mais les palabres, depuis l'arrivée de l'enfant, elle ne comprenait pas. Elle demande, elle prend quelques jours de jeûne et de prière. Parce qu'elle prie beaucoup. Donc, elle demande à l'enfant, quand tu es arrivé là, tu as ramené quoi en fait? Parce que elle a demandé que l'enfant vienne sans rien. Elle dit, il n'a qu'à venir sans rien. Donc, il est venu avec un petit trolley comme ça. Elle dit, j'ai tout acheté ici. Elle lui a demandé, tu es venu avec quoi? Il dit, j'ai ramené une petite serviette grise, blanche-oie. Et puis, avec... je ne sais plus quel autre objet. Ma chérie, mais j'ai retenu la serviette. Elle dit, ramène-moi ça. Il s'en va, c'était dans la poche de sa valise. Il prend la serviette et puis l'objet. Elle dit, mais je t'ai dit de ne rien ramener, non. Il dit, non, c'est Mémé qui a dit de ramener ça forcé. C'est Mémé qui a mis dans ma valise. Elle dit, ça n'a qu'à venir. Et que si ça vient là, il ne faut pas y être 10, ça n'a qu'à rester dans ma valise comme ça. Elle dit, ah bon? Elle dit, d'accord. Elle a pris sa voiture, elle a roulé, elle a jeté ça dans la brousse, dans une poubelle là-bas, quelque part là-bas. Dès qu'elle a eu ce tact-là, la grand-mère l'appelle le lendemain. Elle dit, passe-moi mon petit-fils. Et elle lui demande, ce que je t'ai donné là, tu as jeté pourquoi? Donc l'enfant regarde sa maman. Maman, comment est-ce que j'ai jeté? Elle dit, elle fait ça. Elle finit de parler. Elle finit de parler l'enfant. Et puis elle raccroche. Et c'est là qu'elle a compris qu'en fait, ils ont donné la sorcellerie à l'enfant, même sans que l'enfant ne le sache. L'enfant là, c'est un petit sorcier. Elle dit que dans la maison, je vous passe les détails, c'est Facebook, c'est YouTube. C'est la vie d'un enfant aussi. En fait, elle a initié l'enfant et puis elle a envoyé l'enfant en mission pour gâter la vie de la femme, pour gâter son foyer. En résumé, en global. Donc, elle a pris l'avion. Là où je vous parle, là, on est en septembre. L'enfant est reparti chez sa maman. Et je lui ai dit, mais c'est dangereux que l'enfant... Elle dit, ah, maman dit, elle va gérer pour voir. Si elle ne peut pas, elle va le ramener dans... Vous voyez, ils ont gâté l'enfant là comme ça. Tu lui as arraché l'enfant pour gâter l'enfant de la femme. Et donc, je lui ai dit, on va prier déjà pour la restauration de ton foyer, mais on va prier aussi pour que tu récupères ton enfant. Il faut que tu récupères ton enfant. Ils ont donné la sorcellerie à ton enfant. Il faut que tu rentres dans une forme de combat spirituel pour récupérer ce que l'ennemi t'a volé. C'est ton enfant, hein? Et ton enfant, c'est pas encore gâté. L'enfant a quoi? 11 ans, ou à 12 ans, ou à 13 ans, je ne sais pas quoi. On va récupérer. C'est quoi l'enfant a 13 ans, un truc comme ça, voilà, 13 ans. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Vous comprenez? L'Africain est méchant. Nos enfants, on dépose ça et là. Les gens les initient en sorcellerie. Elle, dans son cas, elle n'avait pas le choix. Elle était très jeune. Je ne sais pas si elle avait 16 ans ou 17 ans. Et puis pauvre. Et c'est comme ça on lui a pris son enfant. Et c'est comme ça l'ennemi a bousillé la vie de cet enfant-là. Je vais la recontacter, mais je vais l'appeler là. Pour qu'on fasse un programme de prière ensemble. Parce que ça, c'est un combat spirituel. Là, on n'est plus dans le physique là. On rentre en guerre. Ésaïe. Non, je ne sais pas si c'est Ésaïe, c'est Job. Job 7, verset 1.
La Bible dit le sort d'un homme est comme le sort d'un homme sur la terre là. Ça y est, la vie d'un homme, c'est comme un soldat. C'est comme la vie d'un soldat. C'est comme la vie d'un mercenaire. On est en guerre. C'est quoi c'est-à-dire de Job? Job 7, verset 1, si je ne me trompe pas. Dans le livre d'Ésaïe aussi, il y a un verset qui parle comme ça aussi. Dieu même dit qu'on est en guerre. Le monde, vous voyez là, il est spirituel avant d'être physique. On est en guerre. Réveillez-vous, hein? Vous qui dites que vous êtes chrétien et puis vous vivez comme, je ne sais pas, levez-vous. On est en guerre. Moi là, les nuits, toutes les nuits, moi je suis réveillée. Toutes les nuits, je suis debout. Ma fille me demande un jour, maman, mais tu n'arrêtes pas de prier. Dis ma fille, si moi j'arrête de prier là, toi tu es morte. Donc c'était ça l'histoire de la femme. Vous voyez, le monde est dangereux. À demain.